Bonjour et bienvenue à tous. Alors, il nous reste une petite minute avant que le début du webinaire. Nous attendons que d'autres personnes se joignent à nous, mais pendant que nous attendons, on peut prendre juste quelques minutes pour vous familiariser avec le panneau de commande à la droite de votre écran. Donc, en principe, vous avez déjà l'audio, mais juste pour vous faire savoir, il existe deux options. La première, c'est d'écouter la diffusion avec vos haut-parleurs de votre ordinateur. Et l'autre option, c'est de participer plutôt à la conférence téléphonique si vous avez du mal avec votre ordinateur. Donc, vous pouvez composer les numéros à l'écran et saisir le code d'accès. Et il y a l'onglet questions pour poser vos questions ou nous informer si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire. Donc, ma collègue Yvonne est en ligne actuellement pour offrir du soutien technique et vous aider si vous avez des difficultés. Donc, juste pour avoir une idée de notre public, si vous pouvez inscrire dans l'onglet « Questions » votre nom, un petit bonjour, peut-être où vous provenez, juste pour qu'on ait une idée de qui il s'agit sur la ligne. Alors, on a Pauline ici d'Ottawa. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent essayer d'utiliser cet onglet? C'est l'onglet « Questions ». On a Nancy de Saint-Charles-sur-Richelieu, Québec. Bienvenue. Je vois qu'on a du monde de la ville de Montréal aussi et de la ville de Québec. Donc, bienvenue à tous. Donc, merci d'avoir testé ça avec moi, mais il est déjà 10h31, donc on va pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Juliana Fanous et je suis coordinatrice de projet à la Fédération canadienne des municipalités. Je fais partie de l'équipe de renforcement des capacités du Fonds municipal vert. Je serai la modératrice principale pour ce webinaire, mais ma collègue Yvonne Recci est en ligne. C'est elle la principale coordinatrice du programme des prix des collectivités durables de la FCM. Le webinaire aujourd'hui vous présente les prix des collectivités durables afin que, si vous ne les connaissez pas encore, vous puissiez en apprendre davantage sur le processus de mise en candidature et sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel municipal, tels que vous, choisissent de présenter leur candidature. Quelques points avant de commencer. Nous avons prévu 1 heure pour ce webinaire et ma présentation occupera près d'une demi-heure. Je vais vous donner des renseignements sur les prix afin de vous fournir du contexte, puis j'aborderai plusieurs points importants. Nous discuterons notamment des prix, des catégories de prix, y compris la catégorie spéciale inaugurée cette année, ainsi que les exigences, les dates limites et les étapes à venir si vous gagnez. Je ferai aussi une web diffusion de mon écran afin de préciser quelques points et de montrer où trouver le formulaire de mise en candidature sur notre site. Dans la deuxième moitié du webinaire, je vous présenterai nos deux invités, Rafik Salama et Yves Hennekens. Rafik est un des lauréats des prix des collectivités durables en 2015 et Yves est l'un de nos juges pour le prix de la catégorie changement climatique. Nous aurons une discussion avec eux et vous pouvez en apprendre davantage sur leur travail et leur poser des questions. Tout au long du webinaire, n'hésitez absolument pas à poser vos questions dans la boîte de clavardage. C'était la boîte de questions que vous avez testée précédemment. Nous prendrons des pauses régulièrement pour y répondre. Ne vous inquiétez pas si vous ratez quelque chose pendant le webinaire parce que nous allons enregistrer cette session et nous pouvons vous faire parvenir ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous donner un petit aperçu de notre organisation. La Fédération canadienne des municipalités, ou la FCM, est la voix nationale des administrations municipales au Canada. Elle représente les intérêts des municipalités canadiennes sur des questions de compétences fédérales. Nos membres se composent d'environ 2000 municipalités, représentant 90% de la population canadienne. Outre son rôle de défenseur auprès du gouvernement fédéral, la FCM offre aussi de nombreux programmes et services destinés à soutenir les municipalités et à bâtir des villes solides et durables, ici comme à l'étranger. Notre soutien prend diverses formes: le financement, des ressources, des formations et des programmes de reconnaissance comme les prix des collectivités durables.
À l'échelle nationale, la FCM offre 3 programmes principaux axés sur les solutions novatrices de développement durable. Le Fonds municipal vert, notre programme phare, célèbre son 20e anniversaire cette année. Le Fonds municipal vert a été créé en 2000 grâce à une dotation du gouvernement du Canada. Le fonds exerce principalement ses activités dans 5 secteurs: l'énergie, le transport, les matières résiduelles, l'eau et l'aménagement du territoire, et offre une combinaison de financement et de renforcement des capacités dans chacun de ces secteurs. Voici nos 2 autres programmes nationaux. Le programme Municipalité pour l'innovation climatique, qui soutient les mesures visant la diminution de la vulnérabilité au changement climatique, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit les GES. Le programme de gestion des actifs municipaux, qui aide à renforcer les pratiques de gestion des actifs municipaux et l'infrastructure entourant le processus décisionnel. Ensemble, ces 3 programmes fournissent un moyen pour les municipalités d'accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour concrétiser leurs projets créatifs, en plus de leur offrir l'occasion de trouver des ressources, de nouer des relations et d'apprendre les pratiques exemplaires qui leur permettront de réussir ces projets. Maintenant, les prix des collectivités durables sont nés du désir de célébrer les initiatives environnementales et les pionniers du développement durable dans les collectivités du Canada. Ils ont été lancés en 2001, peu après la création du Fonds municipal vert, mais au cours des 17 éditions des remises de prix, la FCM a présenté plus de 180 projets lauréats des prix des collectivités durables au sein de plus de 120 municipalités canadiennes. Il importe de souligner qu'il s'agit de prix nationaux et que les collectivités de toute taille partout au Canada sont invitées à présenter leur candidature. Jusqu'à maintenant, nous avons eu des gagnants dans chaque province et territoire, dont la population atteignait de quelques centaines à quelques millions d'habitants. Les projets gagnants brillaient par leurs pratiques exemplaires en matière de développement durable et illustraient la façon dont vous pouvez appliquer des mesures semblables dans votre collectivité. La FCM remet ses prix aux 2 ans aux projets remarquables dans plusieurs catégories. Donc, nous allons passer aux catégories des prix. Cette année, ces catégories reflètent les différents secteurs visés par le financement accordé par le Fonds municipal vert, le programme Municipalité pour l'innovation climatique et le programme de gestion des actifs municipaux. Ces catégories sont l'énergie, les matières résiduelles, les sites contaminés, la gestion des actifs, le transport, l'eau, les changements climatiques, les quartiers, qui sont des initiatives à l'échelle d'un quartier ou d'une collectivité dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Vous trouverez sur notre site web d'autres renseignements sur les catégories, ainsi qu'une liste de certains projets et certaines études de cas des lauréats de l'an dernier. Certains projets peuvent correspondre à plus d'une catégorie. Nous vous conseillons donc de présenter votre candidature dans la catégorie qui représente le mieux l'avantage ou l'objectif principal de votre initiative. Si vous n'êtes pas certain de la catégorie à choisir, jetez un petit coup d'œil sur les exemples sur notre site web. Si vous êtes toujours incertain par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous vous orienterons dans la bonne direction. Comme je l'ai mentionné, les prix s'adressent à toutes les administrations municipales du Canada. Cela inclut également les partenaires d'un projet municipal, y compris les entités du secteur privé, les communautés autochtones, les sociétés détenues par une municipalité, les organisations provinciales ou territoriales, les organismes à but non lucratif et les chercheurs. En plus des critères d'admissibilité liés au secteur, voici les 2 seuls autres critères. 1. La municipalité participe au projet. Si vous êtes consultant auprès d'une municipalité, vous pouvez présenter une candidature au nom de celle-ci, mais vous devez au moins indiquer le nom d'un membre du personnel municipal et le nom d'un représentant élu qui peuvent agir à titre de porte-parole du projet. Le deuxième critère est que le projet doit avoir été lancé ou achevé dans la période allant du 1er janvier 2018
au 31 mars 2020, qui est la date limite de présentation des candidatures. Nous voulons nous assurer de viser des projets récents et de ne pas avoir un chevauchement de participants trop important d'un cycle de récompense à l'autre. Bien sûr, pour chaque règle, il y a une exception. J'aimerais donc vous faire part d'une autre catégorie. Cette année, nous faisons les choses différemment en ajoutant une nouvelle catégorie. En l'honneur du 20e anniversaire du Fonds municipal vert, nous offrons cette année seulement un prix spécial intitulé Prix du visionnaire. Ce prix souligne un projet de développement durable ayant généré un changement à long terme dans la collectivité. Donc une mesure qui a eu des répercussions à plus grande échelle et qui a vraiment changé la donne pour la municipalité ou qui était très novatrice pour l'époque. Des preuves devront être présentées sur le suivi du rendement à long terme et sur l'application des leçons tirées. Vous devez donc être en mesure d'expliquer non seulement comment le projet a eu des répercussions sur votre collectivité, mais aussi comment vous avez fait le suivi des résultats et comment vous avez utilisé ce que vous avez appris pour entreprendre de nouvelles initiatives en matière de développement durable. Ce prix s'adresse aux projets de tous les secteurs subventionnés. Les projets visés par ce prix peuvent avoir été lancés ou achevés en tout temps au cours des 20 dernières années. Alors, contrairement à ce que j'ai dit à la diapositive précédente, il peut s'agir de projets plus anciens ou ayant une plus longue durée de vie. C'est une bonne façon de reconnaître les projets qui ont peut-être raté la date limite lors d'une édition précédente ou dont les répercussions sont survenues dans les années qui ont suivi leur achèvement. Donc maintenant, on est arrivé à la période des questions. Donc, je vais juste tirer. Ah, il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Oui. Ah, parfait. À part de ça, parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Alors, j'essaie de voir. Alors, il y avait une question apparemment qui voulait savoir si il pouvait soumettre une demande pour un projet d'une MRC qui regroupe 21 municipalités. Donc oui, certainement, les MRC sont admissibles pour être les demandeurs principaux. Il faut juste avoir, ce que je vais mentionner plus tard, une lettre de soutien du conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, il n'y en a pas pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser votre question à fur et à mesure de la présentation et puis on y reviendra. Donc, nous allons commencer par examiner le formulaire de mise en candidature dans un instant, mais à titre d'information, voici un résumé de certains des renseignements dont vous aurez besoin avant de remplir votre formulaire. Donc, comme je viens de mentionner, vous aurez besoin le nombre d'un membre du personnel municipal ou d'un représentant élu qui peuvent agir en tant que responsable pour le projet. Au moins un représentant de votre municipalité doit être disponible pour assister à la cérémonie de remise de prix en octobre prochain lors de notre conférence sur les collectivités durables, mais nous y reviendrons. Et vous devrez aussi obtenir une lettre signée qui confirme le soutien du conseil municipal ou du maire. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre lettre, laquelle peut être assez courte, nous avons des modèles. La lettre doit faire mention d'une reconnaissance du demandeur principal et de la candidature, qui pose sa candidature et pourquoi, puis préciser que l'initiative mérite d'être connue. Une photo aussi, afin de favoriser la promotion de votre projet. Elle peut représenter un site de projet, votre équipe de projet s'il s'agit d'un plan ou toute autre image que vous jugez la meilleure pour illustrer l'essence du projet. Et bien sûr, vous devrez reconnaître les détails de votre projet, ce qui comprend un résumé du projet, les besoins auxquels il répond dans votre collectivité, les répercussions environnementales, sociales et économiques ou les avantages escomptés, les principales leçons tirées et les détails sur la participation des parties prenantes
et leur engagement. Jetons un petit coup d'œil au formulaire même et assurons-nous que tout le monde peut accéder au site. Alors, à partir de notre page d'accueil, sous l'onglet « À propos », vous trouverez de l'information sur nos programmes de prix. Cliquez sur cet onglet, puis défilez vers le bas jusqu'à l'encadré intitulé « Prix ». Vous verrez plusieurs programmes de prix et celui des collectivités durables se trouve dans la section supérieure. Cliquez dessus. Vous voici maintenant à la page principale du programme qui présente un aperçu et les différentes catégories. Si vous cliquez sur une catégorie, vous verrez une description de cette catégorie ainsi que des exemples de projets admissibles. Chaque page de catégorie contient également des liens vers des études de cas, ainsi que des sections menant à nos coordonnées ou au formulaire de mise en candidature. Cliquez sur le lien de formulaire de mise en candidature. La mise en candidature se fait en ligne à l'aide de la plateforme Submittable. Vous devrez ouvrir un compte, ce qui se fait gratuitement et assez facilement. Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Ouvrons une session afin de voir l'interface. Si vous explorez cette page qui va bientôt s'ouvrir, vous allez constater qu'il y a deux formulaires. Il s'agit du même formulaire dans les versions françaises et anglaises. Lorsque vous aurez choisi votre version, vous pourrez remplir le formulaire et les soumettre, tout ça en ligne. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le formulaire de mise en candidature contient un mélange de menus déroulants et de questions ouvertes. La plupart des réponses aux questions sont limitées à 400 mots. Il s'agit d'une augmentation puisque l'an dernier, la limite était de 250 mots. Vous pouvez donc répondre de manière plus exhaustive. Certaines catégories comportent des questions légèrement différentes. La catégorie de prix de visionnaire, par exemple, qu'on vous montre. Je vous recommande de répondre d'abord aux questions dans un document Word pour vous assurer que vos réponses sont sauvegardées adéquatement. La plateforme Submittable enregistre tout de même vos brouillons. Vous pouvez donc revenir sur le site en tout temps pour apporter des modifications à votre candidature. Vous pouvez consulter votre candidature et votre brouillon ici. Et après avoir soumis votre candidature, vous recevrez un courriel de confirmation de la plateforme Submittable. Si vous avez des problèmes d'accessibilité ou si vous trouvez cette plateforme difficile à utiliser, veuillez nous en informer et nous pouvons vous envoyer une version PDF du formulaire que vous pourrez utiliser comme référence ou pour soumettre votre candidature. Excellent. Donc, l'appel de candidature est commencé depuis le 19 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2020, ce qui vous donne amplement de temps d'obtenir le formulaire, de recueillir l'information nécessaire et de nous poser des questions au besoin. Après cette période, les juges examineront attentivement les candidatures afin de leur attribuer une note générale fondée sur le niveau de clarté, la créativité, l'innovation et la profondeur de vos réponses aux questions individuelles. Les lauréats devraient être sélectionnés d'ici la fin mai 2020. D'une façon ou d'une autre, nous vous en dirons davantage sur la décision des juges au cours du mois de mai. Voici ce qui se passera si votre projet est sélectionné dans une des catégories. Nous publierons une annonce officiellement, probablement lors de notre conférence annuelle en juin, ainsi qu'en ligne, puis nous enverrons une lettre officielle au maire et au conseil de votre municipalité. Notre équipe collaborera avec vous afin de promouvoir votre projet et de partager votre histoire. Pour ce faire, réseautage, promotion, rédaction d'études de cas ou création de boîtes à outils afin de partager les leçons apprises font partie des moyens utilisés par le passé. Des vidéos ont aussi été tournées lors des années précédentes. En 2018, nous avons introduit avec succès les exposés de type conférence TED lors de la cérémonie des prix des collectivités durables en 2018.
Chaque lauréat travaille de façon individualisée avec une équipe dévouée de conférenciers professionnels afin de traduire le projet en une histoire qui sera racontée sur la scène, dans une formule semblable à celle d'une conférence TED. Durant l'été, les lauréats auront l'occasion de travailler avec un conseiller en expression orale pour préparer la présentation de leur exposé à l'automne. Les exposés dans le style des conférences TED ainsi que la cérémonie de remise des prix ont lieu tous les 2 ans lors de notre conférence sur les collectivités durables. La conférence sur les collectivités durables en 2020 aura lieu à St. John's en Terre-Neuve et Labrador en octobre prochain. Les dates doivent être confirmées, mais jusqu'à présent, il s'agirait du 20 au 22 octobre. L'admission sera gratuite pour les lauréats qui, dans certains cas, auront droit à une allocation de déplacement au besoin. Si vous demandez à quoi ressemble un exposé de style TED, vous pouvez visionner ceux de l'an dernier qui ont été enregistrés et se trouvent sur notre site web. N'hésitez pas à les consulter pour avoir une idée de ce qui vous attend si vous gagnez. Et maintenant, le dernier sujet dont je voulais vous parler avant de passer la parole à Rafik et à Yves, le prix Inspiration, qui s'ajoute à nos catégories cette année. Le prix Inspiration est un peu différent des autres prix puisqu'il s'agit d'un prix de type choix du public et qu'il ne sera pas accordé avant la conférence sur les collectivités durables. Tout comme pour les exposés de style TED, le prix Inspiration est un nouveau concept qui a été introduit en 2018 et qui célèbre un projet considéré comme ayant le mieux transmis les éléments de créativité, d'innovation et de passion de la vie des délégués présents à la conférence. Après tous les exposés de style TED, les délégués pourront voter en ligne pour leur présentation préférée. Le nom du projet gagnant sera dévoilé pendant la conférence de clôture, lors du dernier jour de la conférence. Le lauréat de l'an dernier fut le projet de la ville de Kingston qui a fait augmenter l'utilisation du transport en commun chez les élèves du secondaire. Dan Hendry de la ville de Kingston était avec nous la semaine dernière pour notre webinaire en anglais. Il nous a parlé de son expérience liée au programme des prix et du fait d'avoir remporté le prix d'inspiration. Si vous désirez en savoir davantage, communiquez avec nous et nous vous ferons parvenir sa présentation. Le prix Inspiration s'accompagne de quelques avantages supplémentaires, dont la possibilité de recevoir de l'aide pour créer votre propre guide sur votre projet. Le guide est une ressource exhaustive qui présente votre projet en détail, ainsi que chacune des étapes afin d'aider d'autres municipalités à le reproduire. Yvonne va vous envoyer un lien de notre site web dans la boîte de clavardage afin que vous puissiez jeter un coup d'œil au guide. C'est un document très intéressant et j'ai hâte de voir le prochain. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Voici ce que vous devriez avoir retenu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, la date limite est le 31 mars 2020. Les études de cas et les exposés de style TED sont en ligne et disponibles. N'oubliez pas de vous inscrire à la conférence. Donc, maintenant, on va repasser à la période de questions. Alors, je vois une question sur la limite pour le nombre de projets soumis par une municipalité. Donc, il n'y a pas de limite, mais on ne vous encourage pas de soumettre le même projet à plusieurs catégories. Vous devez le soumettre à la catégorie où vous pensez que l'objectif principal est. Et de là, si un juge pense que ce projet serait plus relié à une autre catégorie, ils enverront par eux-mêmes. Donc, si vous avez différents projets par votre municipalité, on vous encourage certainement de faire votre demande. Y a-t-il d'autres questions du public pour nous? D'accord. On dirait pas. On pourra repasser à ça vers la fin. Ah, je vois une autre. Est-ce qu'on peut soumettre un projet qui regroupe 21 municipalités? Oui, je l'avais mentionné auparavant. Les MRC sont admissibles de soumettre
leur projet, on vous recommande d'avoir un demandeur principal, que ce soit de la MRC ou d'une des municipalités associées. Et comme je l'avais mentionné, qu'on va vous relancer quand on vous renvoie l'enregistrement du webinaire, il y a certains critères de plus, tels qu'une lettre de soutien du conseil municipal de la MRC dans ce cas-là. Quels sont les critères que les juges vont appliquer? Donc, on en a mentionné quelques-uns à travers la présentation, mais il y en avait quelques-unes liées à l'innovation, la créativité, les leçons tirées. Mais on va pouvoir aussi en apprendre un peu plus lorsqu'on passe à la période des questions avec Yves, qui est l'un des juges pour la catégorie des changements climatiques. Et puis, si vous avez des questions en surplus, vous pouvez bien sûr correspondre avec Yvonne Ritchie, qui est responsable pour les prix cette année. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Alors, je pense que sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux panélistes. Alors, notre premier panéliste s'appelle Rafik Salama de la ville de Montréal et il est ancien lauréat des prix des collectivités durables en 2015 pour le plan TOD Bois-Franc. Rafik est architecte et conseiller en planification de la ville de Montréal où il œuvre depuis 20 ans dans l'encadrement du développement urbain et la gestion du territoire. Cette carrière s'ajoute à son expérience dans l'enseignement et la recherche scientifique à l'Université McGill et l'Université de Montréal, lui permettant de développer une expertise en développement durable et de diriger des études d'aménagement visant des zones de planification prioritaires dans l'arrondissement. Ces projets ont été l'occasion de faire participer la population locale ou des groupes d'étudiants universitaires par le biais d'ateliers ou de design ou d'idéation. Rafik détient une maîtrise en architecture de l'Université McGill, en plus d'être membre de l'Ordre des architectes du Québec. Bienvenue Rafik et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour. Et puis nous avons aussi notre second panéliste qui s'appelle Yves Hennekens de YHC Environnement. Yves possède près de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'environnement, de l'économie et de l'analyse des politiques, avant de créer YHC Environnement en 1998. Il a travaillé pour le ministre de l'Environnement du Québec et était directeur principal pour une société d'État. Précurseur de la promotion des énergies renouvelables et du développement urbain durable, il conseille plus de 50 municipalités du Canada. Cet expert en analyse énergétique compte plus de 50 articles et études à titre de rédacteur ou de collaborateur pour la Régie de l'énergie du Québec et d'autres organismes gouvernementaux. Monsieur Henneken était également pair évaluateur pour le Fonds municipal vert de la FCM depuis 2008 et il est juge expert pour la catégorie changement climatique pour les prix des collectivités durables. Bienvenue Yves et Rafik. C'est vraiment formidable que vous soyez tous les deux en ligne avec nous aujourd'hui. Et puis, j'aimerais commencer par quelques-unes de mes questions avant de laisser la parole aux auditeurs. D'accord. Donc, je pense que je vais commencer avec Rafik. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre projet lauréat? Quels étaient les buts du projet? Auxquels besoins de votre projet répondez dans votre collectivité, par exemple? D'accord. En fait, notre projet TOD Bois-Franc, Transit Oriented Development, a été commencé à la suite de l'annonce du début des études techniques pour le prolongement de la ligne orange du métro à Montréal vers la gare Bois-Franc. Et ça, c'était vers 2007. Nous avions alors décidé, en tant qu'arrondissement, d'élaborer une vision de développement d'une aire TOD autour de cette gare qui va devenir, c'est une gare de train, mais qui allait devenir donc une gare intermodale, train, métro, autobus. Donc l'aire TOD aurait son épicentre autour de cette gare intermodale-là et permettrait d'avoir un accès au transport en commun, mais aussi d'avoir un quartier avec des services de proximité, un quartier complet. C'est un peu l'élément clé de notre approche à l'époque. Et nous voyons là une excellente opportunité d'optimiser l'utilisation
du sol à proximité de cette gare et de développer un quartier qui est mixte, qui est axé sur le développement actif et collectif. Et vous voyez là quelques images, c'est la présentation que nous avons faite cette année, au début de l'année à Paris, lors de la conférence du sommet du design, pour expliquer un peu comment nos outils et de planification peuvent devenir des leviers pour assurer une qualité de design et d'architecture. Vous pouvez voir les images qui vont suivre un peu, c'est ce qu'on avait présenté. On a ici l'image de la bibliothèque du Boisé, qui est quand même une bibliothèque qui a obtenu un grand nombre de prix, qui est fait selon les principes de développement durable, qui a obtenu beaucoup de la certification LEED, et aussi le quartier Boisfranc qu'on voit en dessous, qui est juste pas loin de la nouvelle bibliothèque et qui est notre quartier donc dont on parle maintenant. Il faut noter que à l'époque, donc, quand on a élaboré la vision d'une aire Todd, oui, vous pouvez continuer avec les images. Là, vous allez voir notre arrondissement, là, l'arrondissement de Saint-Laurent, où se trouve ce quartier. Et l'image qui suit, c'est le quartier Boisfranc qui est montré en rouge, Todd Boisfranc. Mais il faut voir, il y a le Todd Boisfranc qui a été élaboré donc à partir de 2007-2008, en collaboration avec bien sûr les promoteurs et les propriétaires terriens de l'époque. Mais il y avait à l'époque déjà le quartier Boisfranc qui existait, qui était déjà réalisé en grande partie sur les terrains de l'ancien aéroport de Cartierville, qui était fermé en 1988. Et c'est le propriétaire de ce site, qui était Bombardier, la compagnie Bombardier Aéronautique, avait alors construit ce quartier, ce nouveau quartier résidentiel avec une signature urbaine qui s'inspirait du nouvel urbanisme de l'époque et qui répondait à un besoin de logement dans notre arrondissement. Mais en même temps, le quartier est resté un quartier très résidentiel, très homogène et plutôt fermé sur lui-même, avec aucun lien avec la gare qui était située à une distance de marche. Au contraire, à l'époque, le promoteur est prévu de construire des entrepôts industriels qui séparaient le quartier de la gare. Et donc, il n'y avait pas de lien, pas de rue ou pas de lien piétonnier qui amenait à cette gare-là. Alors, nous avons donc, à ce moment-là, suggéré, avec l'idée d'avoir une gare intermodale au promoteur, voilà le quartier qu'on voit là. C'était le quartier qui était alors encore en évolution. On voit toute la partie où on a le terrain de golf qui sépare ce quartier de la gare Boisfranc qui se trouve à l'arrière de ce terrain de golf-là. Et le long du boulevard Henri Bourassa qui se trouve au bout de ce terrain de golf, il y avait les entrepôts industriels qui étaient déjà prévus à ce moment-là. Nous, on avait, malgré que le promoteur du quartier Boisfranc avait déjà obtenu l'autorisation pour construire la dernière phase de son projet, la phase 3 et 4, on a pu le convaincre de faire un partenariat avec l'arrondissement pour une vraie démarche de conception intégrée qui va fédérer plusieurs intervenants, publics, privés et la population aussi, pour aller vers une vision d'une aire, d'un quartier mixte autour de cette gare-là, qui permet au quartier Boisfranc actuel, le quartier qui était déjà construit, d'accéder facilement à cette gare et aussi d'avoir les services qui manquaient dans le quartier, donc école, services de proximité, commerce. Donc, on a fait un pôle mixte qui est sur la route vers la gare, justement, sur le chemin, la rue vers la gare, et des parcs. On a continué, bien sûr, avec l'idée d'avoir des parcs de voisinage, parcs de quartier. On a créé un grand parc, le parc Boisfranc, qui inclut les bassins de rétention que vous voyez sur cette image-là, qui était dans le terrain de golf. Vous pouvez voir les images suivantes qui vont vous donner une meilleure idée donc de ce concept-là qu'on a développé. Et c'était donc en 2015 que nous avons obtenu le prix des collectivités durables de la FCM pour ce quartier, qui est un peu le résultat, le fruit de tout un travail de collaboration qui a duré plusieurs années avec les promoteurs, les propriétaires terriens et les intervenants à la fois publics, l'arrondissement, les différents services de l'arrondissement, circulation, environnement, parc, etc., le service d'urbanisme, bien sûr, et avec la ville-centre aussi, la ville de Montréal. Donc, on a travaillé vraiment en collaboration et la population a été aussi impliquée. On a pu les intégrer à la démarche de conception pour avoir un projet qui était finalement gagnant pour toutes les parties concernées. Mm-hmm. Merci. C'est génial ce projet. Donc, vous avez parlé un petit peu de certains aspects que vous avez trouvés distinctifs du projet, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous pensez qui sont vraiment créatifs ou innovants que vous voulez mentionner au public? Mais en fait, bien sûr, comme vous voyez, on avait développé des principes d'aménagement pour une aire Todd, favoriser la mixité aussi sociale, d'avoir du logement abordable et
et social qui n'était pas encore à l'époque, quartier Bois-Franc, c'est un quartier assez, pour une population assez aisée. Là, on a ouvert le quartier sur son entourage, mais aussi sur d'autres familles, d'autres ménages avec différents revenus. Donc, avoir cette vraie mixité sociale, mais aussi une mixité au niveau des services offerts à la population. Donc, on a pu convaincre ce promoteur, au lieu de vendre des logements, vous allez vendre un quartier, une qualité de vie. C'est ça qu'on offre dans le quartier Bois-Franc. Alors, c'était bien sûr à l'époque une vision qui était assez innovatrice pour le promoteur aussi. Il n'avait jamais entendu parler d'une aire TOD encore. C'était nouveau. On était parmi les premiers arrondissements sur l'île de faire une aire TOD. Et c'est pas seulement donc la vision, mais aussi c'était l'approche parce que nous avons pu créer un vrai partenariat avec les promoteurs et les propriétaires terriens comme point de départ de la démarche et avec une équipe multidisciplinaire de consultants privés, d'intervenants publics, en fédérant tout le monde autour de cette vision commune et on a pu donc répondre aux différents intérêts des différents partis aussi et notamment aux résidents du secteur qui ont participé à plusieurs séances d'information et de consultation publique sur les différentes étapes du projet, de conception du projet, ce qui leur a permis de participer au processus. Et on a pu également impliquer, comme je l'ai dit, des partenaires publics de l'arrondissement de la ville. Et l'idée, c'est que cette collaboration-là, bien qu'elle a été plus longue que si on allait avec une démarche classique où le promoteur soumet un plan à la ville et la ville réagit avec des commentaires, ce processus a pris quand même 2-3 ans. Ça a été assez élaboré, mais ça a donné un fruit parce que cette vision long terme, elle est en cours de réalisation actuellement. C'est un quartier qui est exemplaire, effectivement. On est fiers et même le promoteur en est très fier aujourd'hui d'avoir créé cette aire TOD-là. Ça a permis d'évoluer sa vision à lui d'un quartier qui était purement résidentiel, avec une certaine signature urbaine vers un vrai quartier mixte complet qui est axé sur le développement durable. Ouais. Merci beaucoup pour ce résumé. On dirait bien que la communauté profite bien de ce quartier. Alors, je pense Oui, qu'on va, effectivement. on va passer à Yves. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous et de vos expériences? Par exemple, quelle sorte de projet jugez-vous et pourquoi? Oui, c'est une question très large. Oui. Bonjour Juliana. Puis bonjour tout le monde. En fait, j'ai été comme chanceux puisque j'ai pu, pendant près de 10 ans, être un père évaluateur. C'est vraiment, comment dire, une expérience très, très intéressante parce que ça permet justement de voir évaluer et voir différents projets un peu partout au Canada, différentes types de communautés, petites, grandes villes. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, en fait, j'ai été invité comme pour juge. C'est la troisième fois. Donc, la première fois, là, c'est comme un peu. Donc, je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que dans le fond, c'est un cadre un peu moins pas rigoureux, c'est pas le terme, normé que pour les évaluations des demandes au fonds vert, mais ça te permet justement de voir les projets avec sous différentes facettes, justement des éléments comme Rafik présentait, tous les aspects, pas juste nécessairement économiques, mais vraiment que ça soit au niveau technologique, les retombées sociales, les retombées économiques. Donc, c'était vraiment une expérience qui est intéressante. Ça nous permet de voir des beaux projets. Puis, évidemment, l'idée, c'est vraiment de faire comment dire, le juste poids entre une belle initiative et faire justement relativiser le projet versus la communauté, les retombées des communautés. C'est probablement ce qui est le plus difficile à faire parce que, évidemment, des villes comme Toronto, Vancouver, Montréal,
souvent, ils ont les ressources, mais aussi il y a des projets de très grosse envergure qu'il y a vraiment donc, des très belles choses qui se font. Par contre, en région et dans les petites municipalités ou dans les MRC, où jusqu'à un certain point, la dynamique est beaucoup plus délicate et compliquée, complexe pour justement monter un projet. Ben, souvent, des petits projets ou des projets qui peuvent aussi d'envergure peuvent avoir des retombées très, très importantes pour changer les façons de faire. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. C'est en fait, c'est un peu considérer qu'est-ce qui est la- les, les, les caractéristiques du projet, qu'est-ce qu'on vise, et aussi, surtout, c'est peut-être plus la formation qui motive ce genre d'éléments-là, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu investis comme ressources, que ce soit en argent ou humaine, versus les retombées. Ça, c'est vraiment très, très important pour évaluer un projet. Et justement, comprendre les enjeux que certaines communautés vont avoir à faire face par rapport à, par exemple, dans les grandes villes ou, par exemple, dans les projets où je travaille, où ils ont accès à des technologies qui sont très avancées, des projets pilotes. Tout bêtement, il y a 4-5 ans, quand on commençait à introduire des véhicules électriques dans les municipalités, en région, c'était tout un enjeu d'avoir accès à ces véhicules-là. Cela encore un peu, mais c'est ça. Fait qu'il y a des choses comme ça. Je vais arrêter là parce que je pourrais parler plus Oh, longtemps, mais la question était assez large, donc oui, j'essaie oh, oui, certainement pour vous donner différentes options. Mais vous avez déjà mentionné quelques éléments, mais je me demande est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en particulier qui vous a motivé à être juge pour les prix des collectivités durables? C'est la troisième fois, donc Ben, je travaille avec la FCM et le Fonds vert depuis sa création au début des années 2000. Et je trouve que la FCM a fait un travail admirable dans le sens que il y a une pérennité dans ce fonds-là en termes de philosophie et de pérennité dans le fonctionnement et l'accessibilité, ce qui a permis à des municipalités, à des gens comme Rafik, moi comme consultant, à dire, ben, année après année, on peut compter sur ce programme-là qui ne subit pas les aléas politiques et tout ça. Donc, pour moi, c'est probablement le programme canadien province et fédérale confondues, qui amène le plus, ben, pas le plus, mais qui amène vraiment des projets et des retombées très importantes et surtout qui amène les municipalités à développer des nouvelles approches, à tester des nouvelles approches, que ce soit des technologies comme telles ou purement technologiques, mais aussi des, des innovations qui sont pas seulement technologiques, mais qui sont des changements de mentalité pour justement faire face à des problématiques, les changements climatiques comme on a, l'adaptation. C'est un peu étrange parce que quand j'ai commencé à travailler avec le Fonds vert, les gens ne savaient même pas c'était quoi les gaz à effet de serre. On disait les GES, ils ne savaient même pas c'était quoi. Un petit peu, Rafik mentionnait Todd, puis dans le fond, je n'ai pas réalisé que c'est, ça fait, moi, pour moi, Todd, je connais ça depuis longtemps, mais dans le fond, c'est vrai, et il y a beaucoup de gens qui, dans les 20 dernières années, dans les 5, 6, 10 dernières années, où ça va beaucoup plus vite au niveau du développement des conséquences. Quand j'ai commencé avec le Fonds vert, euh, on voulait réduire les gaz à effet de serre. Maintenant, on ne savait pas ce que c'était, on n'y croyait pas. Et là, brusquement, on doit gérer les effets. C'est même plus une question de réduire les gaz à effet de serre. Là, c'est très, très important d'avoir des projets qui tiennent compte non seulement des impacts sur les gaz à effet de serre, mais aussi des conséquences négatives de ça. Donc, le Fonds vert a permis, pour moi, c'était intéressant que ce soit comme juge, je me rappelle plus même comment j'ai été appelé à devenir juge. Je trouve ça fantastique parce que ça donne des merveilleux exemples, puis c'est très positif et très constructif par rapport aux municipalités. Donc, c'est un peu mon élément, mon laïus promotionnel, c'est que dans le fond, c'est pas l'envergure du projet qui compte, c'est vraiment tout le pas, les petits pas, le mur, la brique qu'on amène pour amener des solutions.
je trouve ça, que ce soit les prix ou le fonds, je trouve ça comme des outils vraiment fantastiques pour les communautés, les municipalités. Oui, absolument. Et puis c'est génial que vous avez vu à travers votre expérience et votre temps avec le Fonds municipal vert différents projets innovatrices pour ce temps à travers une longue durée. Donc, merci d'avoir partagé Ah, ça votre fait plaisir. expérience. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va repasser à Rafik. Alors, on se demande en fait, qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré pour soumettre une candidature pour ces prix? Bien, nous, à l'époque, on n'était pas très familier déjà avec le prix des collectivités durables, mais on en a entendu parler à travers des collègues ici. Puis, on a trouvé que finalement, l'expérience que nous avons pu avoir en travaillant avec les promoteurs sur cette vision d'AirTod, elle nous a permis d'apprendre, de tirer plusieurs leçons déjà de cette expérience et qu'on a trouvé pourrait être utile effectivement à d'autres municipalités puisque ce sont des défis qui sont pas mal communs. On a tous le défi d'assurer que le développement urbain se fasse de la meilleure façon possible avec une vision de développement durable. On voit que c'est de plus en plus intégré maintenant partout. Donc, on s'est dit, ça peut être l'occasion de faire connaître cette expérience-là à travers le prix et ça permet aussi, pour nous de faire un peu le bilan de cette expérience. La préparation pour envoyer notre candidature nous a permis de nous-mêmes déjà faire le bilan, regarder un peu l'expérience avec un certain recul et de pouvoir en tirer des leçons. Je veux dire notamment l'intérêt d'être proactif, visionnaire, d'être en amont, de développer une vision de planification à long terme et non pas être dans un mode de réaction, donc face à des promoteurs qui viennent souvent avec des projets tout faits et donc on réagit face à ces projets-là pour essayer de les améliorer. Là, on était vraiment dans un mode proactif, travailler en partenariat avec les promoteurs, donc créer des réels partenariats et développer ensemble un concept d'aménagement d'avoir toute une équipe multidisciplinaire autour des projets. On voit ça de plus en plus et depuis ce temps-là, on a organisé plusieurs projets comme ça avec des ateliers d'idéation, des charrettes où on va inviter aussi des citoyens à participer. Donc tout ça, ça nous a permis de dire on a quand même appris plusieurs leçons qui nous ont permis à nous améliorer aussi nous-mêmes et comment on peut rendre ça utile à d'autres effectivement grâce à ce prix, à la participation au prix. Ça nous a permis de partager cette expérience avec d'autres. C'est ça qui nous a inspirés ou qui nous a motivés à l'époque. Ok, parfait. Merci beaucoup. Juste une autre question un peu reliée. En tant que lauréat du prix, quels ont été vraiment les avantages pour vous, pour votre arrondissement et même pour la ville de Montréal à plus grande échelle? En fait, le fait qu'on était lauréat du prix, ça nous a permis, d'abord, ça nous a donné plus de visibilité. Beaucoup d'autres arrondissements, d'autres villes sont intéressés à ce projet-là. On a pu partager cette expérience, lors de certaines conférences qu'on a faites à l'échelle de Montréal, aussi au niveau international avec le sommet du design. Donc, ça a permis vraiment de rendre ce projet plus connu et avoir une plus grande visibilité pour nous-mêmes aussi apprendre aussi des expériences d'autres municipalités dans le domaine, d'autres villes qui ont également obtenu le prix ou dans d'autres contextes de congrès. Mais cette reconnaissance de qualité a été surtout aussi pour les promoteurs un levier. Le promoteur, suite à l'obtention du prix, a pu inclure ça dans sa promotion des projets. Et le fait que c'est une AirTod qui est reconnue, qui a permis de vraiment mettre en valeur les aspects gagnants de ce projet, même par rapport à sa clientèle. Donc les gens qui sont maintenant des résidents de Bois-Franc, les gens qui ont acheté dernièrement des logements dans ce quartier-là, ils choisissent ce quartier parce que c'est un quartier
qui est aménagé de façon durable. On a beaucoup de parcs, les espaces extérieurs sont aménagés de façon durable, il y a les trottoirs protégés, des pistes cyclables, on peut aller à pied ou à l'épicerie. Et la proximité bien sûr de la gare qui est actuellement en cours, là on est en train de créer, de construire justement les liens. Ça a permis aussi de mettre l'accent sur la qualité écologique des bâtiments, parce que tous les bâtiments sont certifiés LEED, argent, et donc ça aussi c'est un élément vendeur pour le promoteur. On voit ça dans les annonces qu'il fait d'ailleurs. Le fait qu'ils vont pas une unité de logement, mais vraiment une qualité de vie, comme je l'avais dit tantôt. On a un quartier où il y a une abondance de parcs, d'espaces verts, la proximité des services, tout ça, comme je dis, l'école. Donc, c'est des éléments qui ont attiré une grande clientèle. Et actuellement, grâce à aussi toute cette démarche qu'on a faite, on travaille avec la CMM en collaboration avec la municipalité voisine, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, pour élaborer une aire TOD plus large encore, c'est-à-dire on va intégrer des terrains au nord de la voie ferrée, dont certains sont sur le territoire de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, et ça nous permet justement de travailler en collaboration pour étendre cette vision de façon plus large, avec une vision encore plus à long terme, étant donné que la station Bois-Franc deviendra une station REM du réseau express métropolitain qui va être réalisé dans 2023. Et voilà, donc c'est une vision d'avenir. Ça nous permet de mettre à jour notre vision qui a été développée quand même il y a plusieurs années déjà. Donc, d'être toujours en amont du développement. C'est ce qui est très important, ce qu'on a pu retenir. Aussi le fait que voilà, on a le soutien de notre conseil d'arrondissement, notre maire Alain de Souza, qui est un peu le champion du développement durable, qui est donc ce projet l'a motivé davantage. Ça fait aussi que notre réputation en tant qu'arrondissement qui met en avant des projets de développement durable de grande qualité architecturale aussi, ça permet aussi d'avoir un soutien à l'échelle de la ville de Montréal. Donc ça fait partie voilà de tout ce qu'on a pu les intérêts, tout ce qu'on a pu obtenir à la suite de ce prix. Oui, ben c'est génial en fait que vous avez vraiment senti les avantages pour vous et même pour les parties prenantes associées à ce projet. Mm-hmm. Alors, oui, je vais rediriger quelques questions vers Yves. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des qualités d'une candidature forte? Est-ce qu'il y a par exemple des éléments clés que vous recherchez dans le formulaire de demande? Non, pas nécessairement. Justement, contrairement aux demandes, les évaluations des projets, quand c'est bon, je vais revenir en arrière. Je regarde un peu mon expérience de père évaluateur. Je vais un peu regarder un petit peu les critères qui sont les éléments pour noter ou qui sont les éléments clés pour noter les demandes, les différentes demandes qu'il y a au fond vert. Donc, évidemment, les retombées environnementales, les coûts-bénéfices, c'est très important. Évidemment, les problématiques qui sont visées. Ça, c'est des éléments clés. Je vous dirais que c'est un peu les mêmes éléments de base qu'on pourrait avoir quand on évalue un projet déposé au fond vert. Par contre, au prix, les projets qui sont déposés au prix ne sont pas nécessairement des projets qui ont été financés par le Fonds vert. Donc, quand on présente les projets, on ne trouve pas nécessairement de façon immédiate, en tout cas, ces informations sur les impacts, le budget. Des fois, même, le détail budgétaire n'est pas nécessairement présenté. Donc, c'est un peu plus délicat. Évidemment, ce qui va être important quand on dépose une candidature, c'est aussi comment on présente le projet, dans le sens que si, comme Rafik et Montréal, qu'ils ont les moyens, par contre, certains projets, justement, quand on parle de gros projets d'envergure,
justement, dans le cadre de ces projets-là, il y a des outils pour présenter, faire de la consultation publique. Donc, les consultants, les intervenants qui sont appelés à travailler sur ces projets-là doivent développer des projets, des présentations. Quand tu soumets une candidature aux collectivités viables, au prix des collectivités viables, la présentation est importante. C'est là où c'est délicat pour des plus petits projets ou des plus petites municipalités où les outils sont plus limités, mais c'est vraiment important d'avoir des photos, idéalement des vidéos si c'est possible, d'avoir une espèce de présentation, un sommaire qui permet aux juges de pouvoir avoir une idée générale du projet et souligner les éléments importants. Ça, c'est l'autre chose, c'est que si le projet a des retombées très, très importantes, mais qui est très technique, ben, il faut être capable de bien l'expliquer parce que souvent, il y a des éléments qui sont moins attrayants en termes de présentation que, par exemple, un plan d'urbanisme ou un plan architectural où, a priori, c'est visuel. Donc, quand tu as un projet qui est un peu moins visuel, ben, c'est important de bien présenter les éléments qui sont les caractéristiques fondamentales du projet et des avantages qu'ils amènent. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais dans le fond, c'est quand même, ça aide énormément. Ça aide énormément, avoir une approche qui permet de... Il faut juger selon le type de projet. Plus c'est un projet qui est déjà plus visuel, un plan d'urbanisme, un plan architectural, il y aura probablement des outils. Si c'est des nouvelles technologies qui ont amené d'énormes retombées, ben à ce moment-là, il faut bien le présenter, il faut bien étudier la meilleure façon de le présenter dans ce concours. Oui, certainement. On approche la fin de notre heure pour le webinaire, donc je vais juste relancer une autre question pour vous deux. Yves, vous nous en avez un peu parlé, mais est-ce que vous avez peut-être des derniers conseils pour ceux qui aimeront soumettre une candidature? Et puis, je vais repasser la même question à Rafik. Donc, Yves, si vous voulez commencer. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire, là, mais c'est de bien encadrer les avantages du projet, puis de miser là-dessus, un peu comme un article de journal où c'est vraiment, il y a un lead à présenter, c'est quoi les avantages, et ça va justement vous permettre de bien choisir la catégorie. Par exemple, dans les projets sur lesquels je travaille à titre de consultant, je couvre souvent énormément l'énergie, les changements climatiques et dernièrement beaucoup de transport. C'est assez délicat de voir, de déterminer là où il y a le plus de gains. C'est souvent le cumul, quand tu touches ces trois secteurs-là, c'est le choix stratégique, c'est de dire, OK, quel est le plus grand gain que je vais aller chercher? Est-ce que c'est des énergies renouvelables? Par exemple, les énergies renouvelables au Québec, si tu remplaces de l'électricité, c'est moins intéressant. Par contre, au-dessus du transport, c'est important. Donc, je dirais aux candidats, c'est vraiment de bien analyser où est les impacts optimums se retrouvent. C'est soit les changements climatiques, réduction des gaz à effet de serre ou l'adaptation dans le transport ou l'énergie ou des trucs comme ça. Ben, dans les autres, évidemment, dans les autres secteurs, mais moi, je parle plus un peu pour les secteurs que je touche. C'est ça. Moi, ce serait ça mon conseil. Merci Yves. Et puis Rafik, si vous avez juste quelques mots à donner à ceux qui sont intéressés par les prix. Ben, en fait, après ce que Yves a dit, je crois qu'il a dit l'essentiel là, par rapport aux conseils à ceux qui se désirent. Je les encourage fortement d'ailleurs. Moi, je voulais juste peut-être montrer les quelques dernières images de PowerPoint pour dire aussi qu'il y a des résultats tangibles de ce projet. On est en cours de réalisation, donc c'est pas juste une vision, une belle vision qu'on va mettre sur les tablettes. Vous pouvez peut-être montrer les quelques images où vous allez voir la réalisation du projet. C'est un projet qui se réalise, qui devient un réel quartier aujourd'hui, qu'on peut même visiter, qu'on peut aller voir. On a une bonne partie des unités de voisinage. Donc là, ça c'est les unités de voisinage sur plan là, mais les images après celle-là. Donc ça c'est la place publique qui a été conçue. Voilà la réelle place qui est aujourd'hui faite.
Ensuite, on a le parc Bois-Franc avec les grands bassins de rétention. Ça, c'est aussi une conception. Là, vous allez voir la réalisation avec l'image suivante. Ça, c'est le vrai parc. Donc, avec ces pistes piétonnes, vous allez voir les images aussi. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Alors, tous les sentiers pour l'activité physique autour de ce parc-là. Ce que je peux dire, c'est que le vrai conseil, je peux dire pour toute municipalité, c'est que notre rôle en tant que municipalité, c'est d'être des leaders. On est capable de développer une vision à long terme, une vision en amont des projets, fédérer les différents intervenants, que ce soit public ou privé, pour réaliser des partenariats qui sont capables de mener à bonne fin des projets. Pas seulement sur plan, mais vraiment dans leur réalisation et dont les bienfaits sur la collectivité sont durables. Donc, c'est avec ça que je pourrais dire, je terminerai la recommandation par rapport aux collègues ailleurs dans d'autres municipalités. Ah, ben, merci beaucoup, hein. Encore une fois à vous deux, c'est génial que vous avez assisté à notre séance et nous sommes reconnaissants que vous ayez pris le temps de vous joindre à nous. Alors juste quelques derniers points avant de terminer. Tout d'abord, une autre chose à retenir, c'est garder le contact avec nous. Si vous avez encore des questions ou si vous avez de nouvelles questions qui vous viennent en tête pendant que vous remplissez votre formulaire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse awards@fcm.ca. Un membre de notre équipe, certainement Yvonne, se fera un plaisir de vous aider. Si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère aussi de vous inscrire à FCM Connexion, étant donné qu'il s'agit de notre moyen de communication principal au sujet des prix, des webinaires et d'autres occasions d'apprentissage. Et puis, nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre à un court sondage de 2 minutes sur le webinaire. C'est la première fois que nous utilisons cette méthode pour promouvoir les prix. Alors, il serait vraiment utile de savoir si c'était pratique pour vous ou si vous avez des suggestions pour un prochain webinaire. Et puis, bien sûr, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Donc, vraiment, merci pour votre présence. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt et voir passer votre formulaire de mise en candidature pour le programme des prix. Et puis, passez une super belle journée. Merci encore à vous tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.